Ma sœur a détruit mes fiançailles par pure jalousie. Non pas parce qu'elle voulait mon fiancé, mais parce qu'elle ne pouvait pas avoir l'homme qu'elle aimait vraiment. Et elle a décidé que si elle ne pouvait pas être heureuse, moi non plus. Restez avec moi, je vais tout vous raconter. C'est mon histoire, et c'est une histoire que je n'aurais jamais pensé partager si ouvertement. Je m'appelle Amara Yanacho, j'ai 28 ans, je suis infirmière à Atlanta, et je suis follement amoureuse de Darius Cole, mon fiancé. Darius est gentil, drôle, et le genre d'homme qu'on croit n'exister que dans les rêves. Notre vie semblait parfaite, et nous organisions un mariage que je pensais rempli de joie. Mais il y avait une personne qui observait discrètement depuis la touche. Ma sœur aînée, Neka. Elle a 30 ans, elle est vive d'esprit, et elle a toujours eu cette façon de paraître solidaire tout en cachant quelque chose sous la surface. En grandissant, Neka et moi étions inséparables. Nous rions, nous nous disputions, nous partagions des secrets. Mais depuis sa rupture avec Ellie, son petit ami de longue date, quelque chose a changé. La chaleur qui définissait autrefois sa présence est devenue froide. Elle a commencé à faire des commentaires subtils, des petites piques sur la perfection de ma vie, sur la rapidité avec laquelle Darius et moi avancions. J'ai essayé d'ignorer cela, mettant ça sur le compte de son cœur brisé, voulant lui laisser de l'espace pour guérir. Mais la tension persistait, un poids tacite dans chaque pièce où elle entrait. Je me souviens d'un soir, lors d'un petit dîner de famille, elle a levé son verre et a porté un toast en mon honneur, sa voix calme, polie, à Amara et à sa chance parfaite. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, un frisson étrange m'a parcouru l'échine. Darius l'a remarqué aussi. Plus tard dans la nuit, il m'a prise à part, l'air sérieux. « Amara, il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont Neka nous regarde, dit-il. » Je voulais ignorer cela, mais le malaise s'était déjà enraciné dans ma poitrine. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Neka se portait volontaire pour aider aux préparatifs du mariage, s'asseyant près de Darius, riant à ses blagues un peu trop chaleureusement. Je me disais que je surinterprétais, qu'il était normal pour des sœurs d'être impliquées. Mais il y avait des moments, des regards rapides, des sourires fugaces, une intensité qu'on ne pouvait définir, qui faisait battre mon cœur nerveusement. Je ne pouvais me défaire du sentiment que sous son attitude polie, quelque chose de plus sombre se préparait. Je ne savais pas encore que les graines de la trahison étaient déjà semées. Une sœur en qui j'avais eu une confiance absolue mettait lentement en marche un plan qui allait faire voler mes fiançailles en éclats. Et je ne le verrais venir que lorsqu'il serait trop tard. C'est difficile d'écrire ceci sans ressentir à nouveau chaque élancement de ce chagrin, mais c'est ainsi que tout a commencé. Une vie parfaite lentement assombrie par la jalousie silencieuse de la personne que j'aimais le plus. Organiser le mariage avec Darius, c'était comme vivre un rêve. Chaque détail, chaque choix, chaque petite célébration me donnait l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde. Darius était à mes côtés pour tout, toujours calme, toujours encourageant, me faisant toujours rire même lorsque le stress des préparatifs commençait à me peser. Mais il y avait une présence qui rendait ce rêve un peu plus lourd. Ma sœur Neka. Au début, elle semblait sincèrement serviable. Elle proposait de m'accompagner aux essayages de robes, aider à choisir les fleurs, et donnait même son avis sur les invitations. J'étais reconnaissante, pensant qu'elle était excitée pour moi. Mais bientôt, j'ai remarqué les petits commentaires, le genre qui pouvait être ignoré si l'on n'y prêtait pas attention. « Oh, vous allez si vite », disait-elle nonchalamment. « Tout le monde n'obtient pas son histoire d'amour parfaite si rapidement. » Ou « Waouh, tout semble toujours marcher pour toi, hein ?» Ces mots étaient enrobés de sucre, mais la piqûre sous-jacente était indubitable. En y réfléchissant davantage, des souvenirs de notre enfance me sont revenus. Neka semblait toujours vivre dans mon ombre. J'étais celle que les professeurs félicitaient, celle vers qui les amis gravitaient, celle que nos parents applaudissaient à chaque récital et événement scolaire. Neka excellait aussi, à sa manière, mais il y avait un ressentiment silencieux qui semblait grandir à chaque fois que je réussissais. Je me souvenais des anniversaires où ses cadeaux étaient négligés parce que les miens étaient toujours plus grands, plus brillants, plus célébrés. Je me souvenais des réunions de famille où ses accomplissements étaient poliment reconnus tandis que les miens étaient loués bruyamment. À l'époque, je me disais que c'était une rivalité fraternelle normale, mais maintenant, adulte, je pouvais voir les racines de quelque chose de bien plus profond. Lors d'un dîner de famille, cela m'a frappé à nouveau. Neka a levé son verre et, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, a dit « à Amara et à sa chance parfaite ». Les mots étaient polis, mais le venin était clair.
Elle maîtrisait l'art du déguisement, la voix de l'affection fraternelle cachant une lame aiguisée. J'ai souri et trinqué, me forçant à paraître joyeuse, mais à l'intérieur, un nœud d'angoisse se serrait dans mon estomac. Plus tard dans la nuit, Darius m'a pris la main, les sourcils froncés. « Amara, il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont ta sœur nous regarde, » dit-il doucement. Je voulais croire que je m'imaginais des choses, mais je ne pouvais ignorer la vérité dans ses yeux. Il y avait quelque chose dans le regard de Nneka, un mélange d'amertume, de désir et d'envie. Alors que les préparatifs de notre mariage se poursuivaient, ses commentaires se firent plus vifs, plus fréquents. J'essayais de les ignorer, me disant qu'elle souffrait encore de sa rupture avec Ellie, que la jalousie était parfois naturelle. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une simple rivalité fraternelle. Quelque chose en elle avait pourri, une amertume silencieuse qui attendait le moment parfait pour faire surface. Et plus je souriais, plus notre vie semblait parfaite, plus je nourrissais sans le savoir le feu de son envie. Je commençais à le sentir partout, dans son rire, dans ses regards, dans sa façon de s'attarder près de Darius. Le rêve que je vivais, l'amour que je chérissais, était lentement assombri par une menace silencieuse et invisible que je pouvais sentir mais que je ne comprenais pas encore. C'était tard un vendredi soir quand j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé Nneka, titubant légèrement, une bouteille à la main et des larmes striant son visage. « Amara. Je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter de penser à lui, » articula-t-elle difficilement, sa voix se brisant. Je l'ai guidée à l'intérieur, fermant doucement la porte derrière elle. Elle s'est effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Je suis toujours amoureuse d'Ellie, » avoua-t-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Mais lui, il va se marier avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. L'amour est cruel, Amara. Personne ne mérite le bonheur quand ton cœur est mort. Ces mots m'ont transpercé d'une manière étrange. Je voulais être en colère, lui dire de se ressaisir, mais au lieu de cela, j'ai ressenti cette profonde compassion fraternelle. J'avais toujours été celle qui la réconfortait, qui pansait ses blessures quand la vie la blessait, et ce soir-là n'était pas différent. Je me suis assise à côté d'elle, la laissant pleurer sur mon épaule, murmurant qu'elle méritait aussi le bonheur, que le monde ne lui avait pas encore donné ce qu'elle voulait, mais qu'il pouvait encore lui offrir de l'amour. Elle s'est accrochée à moi, tremblante, et pendant un instant, j'ai pensé que ce n'était qu'un autre chagrin d'amour que je pouvais apaiser. Je ne savais pas que cette nuit, cette confession, marquerait le début de quelque chose qui allait défaire la vie que je croyais intouchable. La semaine suivante, Nneka a commencé à apparaître plus souvent autour de Darius, toujours avec une excuse. « Je vais aider avec les invitations de mariage, » disait-elle. « Je peux passer pour organiser le plan de table. » Au début, j'ai trouvé adorable qu'elle veuille s'impliquer. J'ai même souri quand elle a aidé Darius à porter des cartons de décoration dans l'appartement. J'avais l'impression que ma sœur trouvait enfin sa place dans notre bonheur, nous soutenant à sa manière. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer de petites choses. La façon dont elle s'attardait un peu trop longtemps quand Darius lui souriait. La façon dont elle riait une fraction trop fort à ses blagues. J'ai essayé d'ignorer cela, me convainquant que je surréagissais, que Nneka avait toujours été affectueuse et enjouée. Pourtant, la graine du malaise avait été plantée dans mon esprit, grandissant silencieusement. Je me souviens d'un soir, alors que je préparais le dîner, avoir jeté un coup d'œil dans le salon et vu Nneka assise près de Darius, se penchant pour mieux l'entendre, sa main effleurant la sienne avec désinvolture. J'ai forcé un sourire, me disant que je m'imaginais des choses, que les sœurs avaient le droit d'être proches. Mais au fond de moi, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Nneka n'était plus seulement ma sœur. Elle était une force qui testait discrètement les limites de ma vie parfaite. Chaque petite interaction portait désormais un courant sous-jacent de tension que je ne pouvais pas encore définir. Je voulais lui faire confiance, croire que sa présence signifiait son soutien, mais un nœud d'angoisse s'était formé dans ma poitrine. Quelque chose de subtil avait commencé, comme une ombre s'étendant lentement sur la vie radieuse que j'avais avec Darius. Et je ne le savais pas encore, mais le chagrin d'amour de Nneka ne concernait plus seulement son amour perdu. Il s'agissait de créer le chaos là où il y avait autrefois de la joie. Au début, c'était si subtil que je l'ai à peine remarqué. Les mots de Nneka étaient toujours désinvoltes, comme des remarques en passant, mais ils portaient un poids que je ne pouvais pas voir à l'époque. Un soir, elle s'est attardée dans la cuisine pendant que Darius et moi parlions des plans de mariage. « Vous savez, dit-elle en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt.
Les gens vont parfois trop vite. Je veux dire, le connais-tu vraiment? Es-tu sûr qu'il n'a pas été avec quelqu'un d'autre avant? J'en ai ri, supposant qu'elle plaisantait, mais l'expression de Darius a changé, juste un instant. Puis vinrent les petites insinuations qui lui étaient destinées. Neka mentionnait nonchalamment des choses comme « J'ai entendu des histoires, les gens disent que certaines mariées se précipitent dans le mariage quand elles cachent quelque chose. » Ou « Darius, tu sais que les finances d'Amara ont toujours été compliquées, n'est-ce pas ?» Il fronçait les sourcils, essayant de traiter ce qu'elle disait, et je pouvais voir la lueur du doute dans ses yeux. J'essayais de le rassurer, mais ses paroles avaient déjà planté de minuscules graines d'incertitude qui ne cessaient de croître. En même temps, Neka commençait à me murmurer ses propres doutes empoisonnés. « Es-tu sûr que Darius est sérieux ?» demanda-t-elle un soir autour d'un café. Je veux dire, j'ai entendu dire qu'il parlait encore à son ex parfois. Tu sais, les hommes comme ça, ils ont les yeux baladeurs. Mon estomac s'est noué. Je ne l'avais jamais questionné, jamais imaginé que Darius pourrait me trahir. Mais maintenant, dans le calme de sa confidence, je sentais cette étrange hésitation s'insinuer dans mes pensées. Des disputes qui n'avaient jamais existé auparavant ont commencé à surgir, déclenchées par des fragments de conversation qui semblaient toujours remonter à elle. Un malentendu désinvolte par SMS est devenu une énorme dispute après que Neka eut, aimablement, souligné un ton qui pouvait être interprété comme flirtant. Un désaccord sur un fournisseur s'est transformé en heure de tension parce qu'elle avait suggéré, très subtilement, que je ne faisais pas attention à l'argent. Chaque fois que Darius et moi nous disputions, je repassais les moments dans ma tête, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Et lentement, la vérité a commencé à m'apparaître. Neka était le fil conducteur. Son sourire, si innocent et solidaire, masquait une manipulation silencieuse. Elle nous guidait tous les deux vers la suspicion, la méfiance et la frustration, tout cela sans jamais sembler directement impliqué. J'ai commencé à me sentir piégé dans ma propre vie, incertaine de ce qui était réel dans mes fiançailles parfaites et de ce qui avait été empoisonné par ses paroles. L'amour que je partageais avec Darius, autrefois si inébranlable, a commencé à sembler fragile, comme du verre sous pression. Je me remettais constamment en question, me demandant s'il y avait peut-être une part de vérité dans les graines de doute qu'elle avait plantées. C'était une trahison lente, insidieuse, le genre qui ne s'annonce pas avec le tonnerre mais avec des chuchotements, des sourires et la torsion silencieuse de la réalité. Et je ne voyais pas encore clairement à quel point mon bonheur avait déjà été compromis par quelqu'un en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque. Le fondement même de mes fiançailles se fissurait, morceau par morceau, et Neka était au centre, orchestrant tout cela avec la précision subtile d'un orage qui se préparait en silence à l'horizon. Cette nuit-là a commencé comme n'importe quelle autre. J'avais préparé le plat préféré de Darius, mis la table, allumé les bougies et attendu. Mais les minutes passaient, et il n'est jamais venu. Mon téléphone a vibré une fois, un message de sa part. Désolé, coincé au travail. Je ne pourrai pas venir ce soir. J'ai essayé de hausser les épaules, pensant que c'était juste une longue journée, mais un étrange malaise s'est installé en moi. Plus tard, j'ai pris mon ordinateur portable pour me distraire et j'ai remarqué que Darius l'avait laissé ouvert. Ma curiosité a pris le dessus, et j'ai trouvé une série de messages que je n'étais pas censé voir. Mon cœur s'est arrêté. C'était là, des conversations entre lui et Neka, remplies de badinages flirteurs, de blagues que seuls des amants partageraient, et de confessions qui m'ont tordu l'estomac. Tu me manques, disait un message. Je ne peux pas arrêter de penser à toi, un autre. Chaque mot brûlait comme de l'acide dans ma poitrine. J'ai immédiatement confronté Darius. Ses yeux étaient écarquillés, désespérés, suppliants. Amara, ce n'est pas ce que tu crois, s'exclama-t-il. C'est elle qui m'a envoyé un message en premier. Je ne voulais pas que ça arrive. Je pouvais voir la panique sur son visage, la sincérité. Mais cela n'effaçait pas la douleur de la trahison. Je voulais le croire que notre amour était toujours intact. Mais les preuves étaient accablantes. Ensuite, j'ai contacté Neka. Je devais l'entendre de sa bouche, voir sa réaction. Son visage était calme, presque trop calme. Elle a tout nié avec une aisance déconcertante, secouant la tête et murmurant. Tu t'imagines des choses. Darius ne ferait jamais ça. Je ne te ferai pas ça. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de satisfaction, qui me disait qu'elle appréciait le chaos qu'elle avait créé. Les retombées ont été immédiates.
Les membres de la famille, qui avaient toujours fait partie de notre système de soutien, ont commencé à prendre parti. Certains me croyaient, d'autres la croyaient. La tension remplissait chaque conversation, chaque réunion, chaque appel téléphonique. Je me sentais humilié. Celui en qui j'avais le plus confiance, celui que j'aimais, était pris dans une toile tissée par ma propre sœur. Les fiançailles dont j'avais rêvé, la vie que j'avais imaginée, se sont effondrées autour de moi en quelques heures. Finalement, Darius et moi avons eu la douloureuse conversation. Sa voix tremblait alors qu'il essayait d'expliquer. Mais le lien que nous partagions était rompu. Je ne pouvais ignorer les messages, les rires cachés, les mots secrets qui avaient été échangés dans mon dos. Les fiançailles étaient rompues. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché le cœur. Pendant tout ce temps, Neka était assise à proximité pendant la rupture, son expression sereine, presque suffisante. Ce sourire calme et satisfait s'est gravé dans ma mémoire, un rappel constant de la sœur que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance. La même sœur qui avait discrètement orchestré la destruction de mon bonheur. Chaque regard sur son visage était une décharge de douleur, et j'ai réalisé que la trahison ne résidait pas seulement dans les messages de Darius, mais dans la manipulation soignée et délibérée de quelqu'un que j'avais toujours cru de mon côté. La nuit s'est terminée dans le silence, rompu seulement par mes propres larmes. Mon monde parfait s'était effondré, et la seule personne qui aurait dû être mon allié se tenait au centre, souriant discrètement alors que tout ce qui m'était cher s'effondrait. Des mois ont passé après la rupture, et j'ai essayé de recoller les morceaux de ma vie. J'évitais Neka autant que possible, me plongeant dans le travail et essayant de guérir de la trahison qui m'avait laissé à vif et exposé. Mais le poids des questions, le sentiment tenace qu'il y avait plus à l'histoire, ne m'a jamais quitté. Pourquoi avait-elle fait ça? Pourquoi Darius? Pourquoi moi? Puis un soir, à l'improviste, j'ai rencontré Eli, l'ex de Neka, l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Il a hésité avant de parler, une ombre de gêne dans les yeux. Amara, il y a quelque chose que tu devrais savoir, commença-t-il, sa voix prudente. J'ai hoché la tête, mon cœur battant à tout rompre. Neka. Elle m'a dit que tu étais la raison de notre rupture. Que tu t'étais mise entre nous. Je me suis figé, les mots me frappant comme un coup de poing. J'avais toujours supposé que le chagrin d'amour de Neka était sa propre douleur à gérer, que sa jalousie était quelque chose d'enfoui profondément. Mais ça, c'était une révélation. Chaque confession tardive, chaque commentaire sournois, chaque petit doute qu'elle avait planté prenait soudain tout leur sens. Elle lui avait menti, tout comme elle avait manipulé Darius, tout comme elle avait lentement démantelé la vie que je pensais avoir. Tout s'est connecté dans mon esprit. La vie parfaite qu'elle enviait, l'obsession de l'amour qu'elle n'avait jamais pu revendiquer, la façon dont elle avait observé la joie depuis la touche et décidé qu'elle ne pouvait permettre à personne d'autre de la voir non plus. La pensée s'est installée dans ma poitrine, froide et tranchante. Si elle ne pouvait pas avoir son véritable amour, personne d'autre ne le pourrait. Chaque trahison soigneusement construite, chaque mot empoisonné silencieux, chaque regard et suggestion manipulée. Tout avait été intentionnel, méthodique, motivé par l'envie et l'obsession. J'ai quitté cette conversation avec une nouvelle clarté, une étincelle de détermination que je n'avais pas ressentie auparavant. La douleur était toujours là, profonde et vive, mais elle était maintenant accompagnée de compréhension. Neka m'avait sous-estimé. Elle avait supposé que je m'effondrerais, que je supplierais, que je frapperais avec désespoir. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'une vengeance spectaculaire. Je n'avais pas besoin d'humiliation publique ou de confrontation alimentée par la colère. Mon plan serait silencieux, patient, dévastateur. Je laisserais la vérité se révéler en temps voulu, doucement, subtilement, avec précision. Neka avait construit son empire de mensonges avec soin, pensant que personne ne verrait jamais les fissures. Je laisserais ces fissures s'élargir, d'abord inaperçues, jusqu'à ce que la structure s'effondre entièrement. Alors que je m'éloignais d'Eli cette nuit-là, les pièces des derniers mois se sont mises en place, formant une image que je pouvais enfin comprendre. Les motivations de Neka étaient claires, et ma voie à suivre l'était aussi. Je n'avais pas besoin de la poursuivre avec colère ou de crier devant tout le monde. La victoire la plus douce serait celle qu'elle n'aurait jamais vue venir, une issue née de la patience, de la vérité et du démantèlement silencieux de tout ce qu'elle pensait contrôler. Pour la première fois depuis la trahison, j'ai senti un sentiment de puissance revenir en moi. La blessure était toujours là, mais elle s'était transformée en détermination. Je me relèverais des ruines de mes fiançailles rompues, je reconstruirais ma vie selon mes propres termes,
et je laisserai la vérité faire le travail que la colère n'aurait jamais pu accomplir. La jalousie de Neka avait été bruyante, désordonnée et cruelle, mais je n'y répondrai pas par le chaos, mais par une justice calculée et inévitable. Après des mois de guérison, j'ai commencé à reconstruire ma vie. La douleur vive de la trahison était toujours là, mais je refusais de la laisser me définir. Je me suis concentré sur ma carrière, je me suis plongé dans mon travail d'infirmière et je me suis entouré d'amis qui me rappelaient la vie que je pouvais encore avoir. Le contact avec Neka était minimal, des messages polis lorsque les événements familiaux l'exigeaient, de brefs échanges qui gardaient la surface calme. Je n'étais pas prête à lui faire face pleinement, et je n'en avais pas besoin. La patience était devenue mon arme. C'est alors que j'ai entendu parler de Caleb, le nouveau petit ami de Neka. D'après ce que j'ai compris, il avait réussi, était généreux et avait bon cœur. Le genre d'homme qui semblait totalement ignorant du côté sombre de la femme qu'il fréquentait. Des amis mentionnaient son travail caritatif, comment il traitait les gens avec respect, et comment il adorait Neka, ignorant la manipulation qu'elle avait tissée dans tant de relations auparavant. J'ai senti une étincelle d'idées se former, un plan prudent et délibéré, né de mois de réflexion silencieuse. J'ai commencé par me lier d'amitié avec Caleb de la manière la plus innocente possible. Une rencontre fortuite lors d'un événement caritatif, un rire partagé lors d'un dîner chez un ami commun, et lentement, avec le temps, il a commencé à me voir comme digne de confiance, accessible, quelqu'un qui le comprenait sans jugement. Je n'ai jamais dit de mal de Neka. Je n'ai jamais menti. Au lieu de cela, j'ai commencé à saupoudrer des vérités subtiles dans les conversations. Des choses que j'avais gardées cachées, des pièces du puzzle qui révélaient sa vraie nature une fois mises en contexte. Je ne savais pas que Neka avait un côté si tranchant, ai-je dit nonchalamment un soir, alors que nous discutions d'anciennes amitiés. Elle a toujours été compétitive. Parfois, il est difficile de dire où s'arrête l'espièglerie et où commence quelque chose de plus profond. Caleb écoutait, hochant la tête, mais je n'ai pas insisté. Je l'ai laissé traiter l'information lui-même. J'ai mentionné, en passant, des événements qu'il n'avait aucune raison de connaître, des situations où Neka avait subtilement sapé les autres, des moments de jalousie qui étaient passés inaperçus de tous sauf de moi. Je l'ai présenté comme une réflexion, pas une accusation, laissant le poids de la vérité tomber doucement dans son esprit. Avec le temps, il a commencé à poser des questions, reconstituant la réalité des actions passées de Neka. La beauté de cette approche était que ce n'étaient pas mes paroles qui la détruisaient. C'était sa propre histoire, slowly revealed in the right way. Chaque révélation venait de la vérité. Chaque perspicacité se formait grâce à une guidance prudente, plutôt qu'à la force. Je regardais tranquillement Caleb commencer à voir la femme que je connaissais depuis longtemps. Non pas la sœur charmante et solidaire que je faisais semblant d'admirer publiquement, mais la personne manipulatrice et envieuse qui avait causé tant de douleur. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai jamais eu à mentir. Je n'avais pas besoin de dramatiser, d'exagérer ou de manipuler. J'ai simplement laissé la réalité suivre son cours, le guidant doucement vers la vérité avec la même patience que j'avais apprise pendant mes mois de guérison. Chaque graine plantée, chaque vérité révélée, était un pas vers le règlement de comptes silencieux et inévitable que je m'étais promis. Neka m'avait sous-estimé, et j'avais l'intention de lui montrer que certaines vengeances sont bien plus puissantes lorsqu'elles sont invisibles, délibérées et entièrement justes. Cela s'est produit discrètement au début. Caleb, curieux et prudent, a commencé à creuser dans le passé de Neka, reconstituant les histoires que j'avais laissées échapper naturellement dans la conversation. Il a commencé à remarquer des schémas, des incohérences et des comportements qui n'avaient pas de sens. De vieux textos ont refait surface, des messages qui montraient sa manipulation envers lui et moi, des preuves des mensonges subtils qu'elle avait tissés dans chaque relation. Et puis il a contacté Ellie, confirmant toute l'étendue de la tromperie de Neka, les mensonges qu'elle lui avait racontés à mon sujet, la façon dont elle avait tordu nos histoires pour s'adapter à son récit. Je ne suis pas intervenu. Je n'en avais pas besoin. Regardant de loin, j'ai vu la prise de conscience poindre dans les yeux de Caleb alors qu'il assemblait les pièces. L'homme qu'il avait adoré, défendu et aimé inconditionnellement voyait maintenant la vérité. Et quand il l'a confronté, ce n'était pas à huis clos ou murmuré en privé. Il l'a fait publiquement, lors d'une réunion où amis et famille étaient présents. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui a construit sa vie sur des mensonges, lui dit-il, sa voix stable mais froide. Je te faisais confiance, Neka, et tout ce que je croyais à ton sujet était faux. Le silence est tombé dans la pièce, tous les yeux rivés sur elle alors qu'elle cherchait ses mots, sa façade assurée se fissurant à chaque seconde qui passait.
Le visage de Neka, habituellement si composé et malin, a commencé à pâlir. Ses mains tremblaient, ses mots vacillaient, et la vérité de ses actions la frappait d'une manière que je n'avais fait qu'imaginer. Je regardais tranquillement de l'autre côté de la pièce, le cœur battant calmement. Je n'avais pas besoin de jubiler. L'effondrement était évident sans mon interférence. La femme qui avait orchestré tant de chagrin, qui s'était crue intouchable, faisait enfin face aux conséquences de ses propres choix. Des amis chuchotaient, des parents échangeaient des regards, et le jugement s'est installé comme un poids dans l'air. Le réseau de personnes qui l'avaient admiré, défendu et lui avait fait confiance commença à la voir pour ce qu'elle était vraiment. La réputation de Neka, soigneusement entretenue pendant des années, s'est effondrée devant tout le monde. La fierté qui l'avait animée, l'envie qui avait alimenté ses actions, la laissait maintenant exposée et vulnérable. Pour la première fois, elle comprit la sensation de perte qu'elle avait infligée aux autres. L'humiliation, la trahison, le vide d'être laissée seule avec sa culpabilité. Tout cela reflétait le chagrin qu'elle m'avait causé des mois auparavant. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à la voir s'effondrer, seulement une reconnaissance silencieuse que la justice, patiente et précise, avait fait son œuvre. Et alors que je l'observais, un calme étrange m'a envahi. J'ai réalisé que la vengeance n'a pas toujours besoin d'être bruyante ou agressive. Parfois, il suffit de laisser la vérité se révéler. Neka avait construit une vie autour de la tromperie, et cette tromperie lui était revenue comme une ombre à laquelle elle ne pouvait échapper. Elle goûtait enfin à l'isolement, à l'examen public, à la perte de confiance, les choses mêmes qu'elle avait maniées avec tant d'insouciance contre ceux qu'elle prétendait aimer. J'ai quitté la pièce ce soir-là avec un sentiment de clôture. Je n'ai pas célébré sa chute, je n'ai ni jubilé ni raillé. Je me suis simplement éloigné, sachant que l'équilibre avait été restauré, et que parfois les victoires les plus silencieuses sont les plus puissantes de toutes. On frappa à ma porte frénétiquement, brusquement, presque violemment. J'ai ouvert et j'ai trouvé Neka là, le visage rouge de colère, les yeux fous, les poings serrés comme si elle pouvait frapper. « Amara » cria-t-elle, sa voix se brisant de désespoir. « Tu m'as tout pris. Tu as ruiné ma vie, mon bonheur, mon amour. Tu as tout pris. » Je suis resté calme, stable et impassible. Je pouvais voir le chaos en elle, les années d'amertume se déversant enfin dans un torrent brut et incontrôlé. « Non, dis-je doucement, délibérément. C'est toi qui as tout gâché. » Pendant un instant, elle s'est figée, comme si mes mots l'avaient percée d'une manière dont sa fureur ne pouvait la protéger. Puis elle s'est jetée en avant, hurlant des accusations, énumérant des griefs, traînant de vieux souvenirs dans le présent comme si les accumuler sur moi justifieraient sa douleur. Chaque mot qu'elle crachait portait le poids des années. Jalousie, envie, ressentiment et amour tordu en colère. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas argumenté. J'ai laissé sa rage se dénouer, observant la tempête de ses émotions. Et lentement, sa voix faiblit, la fureur laissant place à quelque chose que je n'avais jamais vu en elle auparavant, la vulnérabilité. Les hauts murs qu'elle avait construits au fil des ans d'envie et d'insécurité ont commencé à s'effondrer. Aïe, je voulais juste me sentir spécial, moi aussi, avoua-t-elle, s'effondrant en un tas de larmes sur le sol de mon salon. Sa voix était faible, brisée, désespérée. La confession m'a frappé en pleine poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de Darius ou d'Eli. Il s'agissait du vide qu'elle portait en elle, du sentiment d'invisibilité qui avait alimenté sa jalousie et sa manipulation. Je me suis agenouillé à côté d'elle, pas pour la réconforter, pas encore, mais simplement pour être témoin du moment. J'avais vécu des mois de chagrin, d'humiliation et de vengeance silencieuse. J'avais soigneusement reconstruit ma vie, permettant à la vérité et à la patience de démanteler les murs qu'elle avait construits. Et maintenant, elle faisait face aux conséquences non pas par la colère ou la punition, mais par la clarté, par la révélation indéniable de qui elle était vraiment. « Tu n'as pas besoin de prendre aux autres pour te sentir spécial, » dis-je doucement, ma voix stable. « Tu n'en as jamais eu besoin. Tu pensais que contrôler l'amour et le bonheur pourrait combler ton vide, mais cela n'a fait que l'aggraver. » Elle hocha faiblement la tête, les larmes coulant sur son visage, la réalité de ses actions s'installant comme un poids lourd qu'elle ne pouvait plus ignorer. Pour la première fois, Neka ressentait ce que c'était que de tout perdre. Pas seulement des relations, mais la confiance, le respect et l'admiration qu'elle avait tenus pour acquis. Et pour moi, le sentiment de clôture était profond. Ma vengeance n'avait jamais été une question de cruauté ou d'humiliation. Il s'agissait de vérité, de patience et du lent dénouement de la tromperie.
Alors qu'elle était assise là, sanglotante et petite, j'ai réalisé le pouvoir de laisser la réalité faire son œuvre. Les années de jalousie, d'amour, de douleur avaient éclaté en une seule confrontation brute. Je n'avais pas eu besoin de crier, de comploter ou de jubiler. L'heure des comptes avait sonné. Neka avait affronté la vérité, et j'avais retrouvé ma paix. À ce moment-là, j'ai compris que la vengeance n'a pas besoin d'être bruyante. Parfois, elle est silencieuse, mesurée et dévastatrice, un reflet de la vérité qui ne peut jamais être ignorée. Et alors que je m'éloignais, la laissant digérer ses propres choix, j'ai senti le poids du passé se lever, remplacé par un calme que je n'avais pas connu depuis des mois. Des mois ont passé, et la vie a lentement commencé à sembler plus légère. Les blessures laissées par la trahison avaient suffisamment guéri pour que je puisse respirer sans la douleur constante de la colère et du chagrin. Darius ne faisait plus partie de ma vie, et je ne l'ai pas recherché. J'ai réalisé qu'avancer ne signifiait pas raviver de vieilles flammes ou s'accrocher à ce qui était perdu. Cela signifiait trouver la paix en moi-même, construire une vie qui n'était pas définie par les actions ou les erreurs des autres. Neka a quitté la ville discrètement, son absence notable mais étrangement soulageante. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas célébré son départ. Il n'y avait aucun triomphe à la voir partir. La victoire avait été silencieuse, intérieure, née de la patience et de la vérité. J'avais laissé la réalité se dérouler à son propre rythme. Et ce faisant, la justice était arrivée sans que ma main n'ait jamais eu besoin de la forcer. Le matin, je m'asseyais sur mon balcon, la ligne d'horizon d'Atlanta s'étendant devant moi, sirotant un café et réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Je pensais à la colère, à l'humiliation et au chagrin, et à ce que j'avais ressenti à son apogée. Et puis je pensais au chemin que j'avais choisi, calme, délibéré, patient. Et j'ai réalisé que reprendre mon pouvoir ne nécessitait pas de cruauté. Cela ne nécessitait pas la vengeance telle que les gens l'imaginent. La vérité elle-même, lorsqu'elle est maniée avec clarté, avait la capacité de démanteler les mensonges, d'exposer la tromperie et de restaurer l'équilibre. J'ai aussi réfléchi au pardon. Je ne le voyais pas comme un oubli. Je n'avais pas besoin d'effacer le passé ou de prétendre que la trahison n'avait jamais eu lieu. Le pardon, j'ai compris, c'était reprendre le contrôle de ma propre vie. C'était choisir de relâcher le poids du ressentiment et refuser de laisser l'envie de quelqu'un d'autre dicter mon bonheur. En pardonnant, silencieusement, intérieurement, je m'étais libéré de la toxicité qui m'avait autrefois consumé. En repensant à tout cela, j'ai réalisé que la vie avait une étrange façon d'enseigner ses leçons. La jalousie de Neka, sa manipulation, son obsession de l'amour. Elle avait essayé de me briser, mais au lieu de cela, elle m'avait façonné en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus résilient. Et dans cette croissance, j'ai trouvé ma paix. Je me suis tourné vers la caméra dans mon esprit, imaginant que je parlais directement à quiconque avait déjà ressenti la douleur de la trahison. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un que vous aimez, dirai-je, ma voix stable et calme. Rappelez-vous, la vengeance ne signifie pas toujours la destruction. Parfois, la vérité suffit à brûler ce qui doit l'être. Et sur ce, j'ai lâché prise. Le passé ne me retenait plus captive. Les mensonges, la jalousie, le chagrin. Tout cela appartenait au passé, à Neka, à un chapitre qui s'était enfin clos. Ma vie, ma paix, mon avenir. Ils étaient à moi, intacts et non souillés par l'envie ou la tromperie de quiconque. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre. Pensez-vous qu'Amara a bien géré la trahison de sa sœur en restant calme et en laissant la vérité se révéler naturellement? Ou aurait-elle dû confronter Neka agressivement dès le début? J'adorerais connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires de vie réelles et émotionnelles comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne jamais manquer une nouvelle histoire.